Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mercredi 9 juin 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Il faut vivre dans le corps d'un migrant pour savoir ce qui nous arrive dans notre vie, au fait. Ce n'est pas notre choix. Ce soir, une émission exclusivement consacrée à la question des migrations. Bienvenue dans À l'air libre. C'est une émission qu'on va commencer avec des chiffres. Alors c'est ennuyeux les chiffres, mais ça permet de se rendre compte. 811 personnes sont mortes en Méditerranée depuis le début de l'année selon l'OIM. Plus de 700 personnes mortes l'année dernière. Plus de 20 000 personnes sont mortes depuis 2015, 40 000 depuis 1993. 10 000 personnes ont été interceptées par les gardes-côtes libyens cette année et placées en détention en Libye, toujours selon l'Organisation internationale pour les migrations. Des chiffres pour dire l'absurdité de ce monde, autant de morts et de personnes enfermées qui ne devraient pas l'être. Mais Frontex, l'agence de l'Union européenne, a pour but de protéger les frontières de l'Europe, et ce, coûte que coûte, au mépris, parfois, souvent, de plus en plus souvent, disent certains, au mépris des droits humains. Pour en discuter, à mes côtés, Nejma Brahim. Salut Nejma. Salut Valentine. Nejma, tu suis pour Mediapart la question des migrations et nos invités. Manjou, bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous avez 31 ans, vous venez de Guinée. Vous avez été sauvé du naufrage il y a plusieurs mois par l'Ocean Viking, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée. Et c'est là d'ailleurs que vous vous êtes rencontré avec Nejma. Omer Chatz, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat international, prof à Sciences Po à Paris et directeur juridique de l'organisation Frontex, qui mène un recours inédit en justice contre Frontex pour violation des droits humains. On va en reparler. Et Frontex fait partie d'un appel à abolir l'agence Frontex, publié aujourd'hui dans le club de Mediapart. Alors pour commencer, Manjou, je crois que ce sont un peu des retrouvailles avec Nejma, puisque vous vous êtes rencontrés il y a quelques mois sur le bateau. On avait envie de prendre des nouvelles de vous. On voudrait savoir comment vous allez et comment ça se passe depuis que vous êtes en France. Oui, effectivement, ça va, tranquille, ça va, alhamdulillah, on remercie le bon Dieu, ça va. Vous êtes dans quelle situation là en ce moment en France? Bon, actuellement, je suis un demandeur d'asile, je suis à Mourepa, actuellement, je suis là à Doma, voilà. Bon, alors on va continuer. Nejma, quand tu étais sur l'Ocean Viking, tu as rencontré d'autres migrants et tu nous donnes ce soir des nouvelles de Moussoni. J'ai rencontré Moussoni en janvier. C'est un mineur ivoirien qui rêvait d'Europe. C'était il y a 5 mois. Le jeune homme de 17 ans venait d'être secouru par SOS Méditerranée, 2 ans après avoir quitté son pays, la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il disait au micro d'À l'air libre le jour du débarquement à Augusta, en Sicile. Je veux d'abord être encore scolarisé s'il le faut. Mon rêve qui est un jour être un littéraire, un écrivain ou un journaliste. J'ai gardé contact avec Moussoni de ses premiers pas en Italie jusqu'en France. Il vit désormais à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Avec Célia Mebroukine, on est allé à sa rencontre dans le foyer pour mineurs non accompagnés dans lequel il vit. Bonjour Moussoni. Bonjour Najma. Ça va? Oui, ça va, bonne arrivée. Il nous a fait une rapide visite des lieux. C'est ici que je suis. Donc c'est ici que tu vis? Oui, c'est ici que je vis depuis un certain moment, ça fait maintenant 2 mois. On est en colocation, on est 2. Oui. Voilà mon lit. Et là, c'est son bureau. Et là, c'est le mien. Et du coup, on utilise le frigo à 2. Peut-être vous trouverez que c'est bizarre, mais pour moi, c'est un paradis. Parce que c'est la première fois pour moi d'avoir chez moi. Dans sa chambre, on a tout de suite repéré ce dessin accroché au mur au-dessus de son lit. C'est l'Ocean Viking, le navire humanitaire qui l'a sauvé en Méditerranée. Pour moi, c'est un souvenir inoubliable parce que l'Ocean Viking nous a rendu un service que l'humanité nous refuse. Grâce à eux, je suis encore en vie. Même si d'autres diront que c'est 375 migrants, moi je dirais que c'est des hommes avant tout. Voilà pourquoi j'ai préféré le mot personne. Au-dessus de son bureau, un autre dessin qui rappelle cette photo qui a beaucoup circulé. Parce que ces jeunes migrants, ils n'avaient besoin de rien sauf qu'un câlin. Vous imaginez? Juste un câlin. Quand je regarde cette image, souvent ça me donne des larmes aux yeux. Et elle a été vilipendée, insultée juste parce qu'elle a donné un câlin à un migrant qui en avait besoin. Il faut vivre dans le corps d'un migrant pour savoir ce
ce qui nous arrive dans notre vie, au fait. Ce n'est pas notre choix. Après avoir débarqué en Italie, Moussoni a été pris en charge dans un camp pour demandeurs d'asile à Bari. Les conditions n'étaient pas favorables et je dirais même ça me faisait rappeler même la Libye. Je ne pensais pas que des êtres humains pouvaient être traités de la sorte. Surtout en Europe, ça m'a beaucoup marqué. Moussoni décide de venir en France. Au terme d'un périple plein d'obstacles, il se déclare à la police et est reconnu mineur non accompagné. Il est donc pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Pour appuyer sa demande de carte de séjour, Moussoni doit justifier d'au moins 6 mois d'apprentissage dans une entreprise. Il nous avait dit qu'il voulait être journaliste, mais pour l'instant, il doit se diriger vers les métiers du bâtiment. Mais ses recherches s'avèrent plutôt compliquées. Ça, c'est le nom des entreprises, c'est mon CV de motivation. Et je souhaite découvrir le métier d'électricien afin de me former et pouvoir réaliser un contrat d'apprentissage. Mes atouts, ponctuelle envie de se former et capacité d'adaptation. Ça, c'est les numéros que j'ai eu à contacter. La plupart, c'est négatif. La réponse est on a déjà un stagiaire, nous ne pouvons pas prendre en ce moment parce qu'on a des difficultés. Je ne perds jamais espoir. Ce jour-là, Moussoni fait le point sur ses recherches avec Cyril Langer, un des éducateurs du foyer. Donc celui-là. Oui. Celui-là, t'as envoyé, mais t'as répondu non. Oui. Il y en a qui m'ont donné des CV et des mails, mais je n'ai pas encore posté. D'accord. Et Nadia m'avait dit qu'il y a un patron qui cherchait un apprenti, mais c'était non en commerce. Ah, en commerce, d'accord. Ouais. Moussoni a 17 ans, il est donc bientôt majeur. Il faut très vite lui trouver un apprentissage. Au maximum du maximum, on a 1 an, mais ça nous laisserait une marge très mince de manœuvre. Après, le mieux, c'est d'avoir un patron, enfin d'avoir signé un contrat d'apprentissage pour le mois de septembre, là. Donc ça nous laisse l'été pour trouver un patron. Et Moussoni est prêt à tous les sacrifices pour y arriver. Du journalisme, je me retrouve à l'électricité, du coup, je n'ai pas le choix. Déjà, j'ai l'idée de ce que je veux, mais il faut faire quelque chose pour pouvoir atteindre. Donc, coûte que coûte, je vais prendre cette chose au sérieux, même si je n'aime pas, pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est ce que moi j'ai en tête. Sans école ni formation, les journées sont longues pour Moussoni. Il nous a emmenés dans le parc où il passe le temps en lisant autant qu'il peut. Ça, c'est Jacques London, La piste des soleils. Par Jacques London, du coup, je n'ai pas encore lu le contenu puisque je l'ai reçu hier. Et tu penses à quoi quand tu viens ici? On ne pense plus à la sécurité ou à la fin, mais plutôt comment être régularisé au fait. C'est le seul souci. Comment être écouté, comment convaincre que tu as du potentiel, comment convaincre qu'on peut te donner une chance pour pouvoir t'intégrer dans la société, comment être utile pour cette nation. Moussoni est suivi par une psychologue, mais le traumatisme de la traversée est toujours là. Souvent, je me dis, même quand j'aurai la chance un jour de fonder une famille, même quand je serai plein aux as, mais est-ce que toutes ces pensées, je pourrais les oublier? C'est impossible. Ça fait déjà partie de moi. Alors, j'ai eu des nouvelles de Moussoni ce matin. Il a trouvé un stage en commerce et il y a peut-être une bonne nouvelle. Il y aura peut-être un contrat d'apprentissage à la clé. Ouais, donc une bonne nouvelle. Merci Nejma. Mais tout ça au prix de beaucoup de sacrifices. On l'a entendu, une traversée qui lui laisse des traumatismes. Manju, j'imagine qu'en entendant Moussoni, ça vous rappelle à vous aussi des souvenirs. Ah oui. Vous aussi, vous avez traversé pour venir en Europe. Et l'obstacle dans cette traversée de la Méditerranée, ça a été plusieurs fois des interceptions de gardes-côtes libyens et parfois même dans les eaux maltaises. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu pendant ces différentes traversées, ces tentatives? Ah oui, la première tentative, là, on était sur l'international. La garde-côte libyenne nous a interceptés. Mais là, ce jour-là, ils nous ont laissé attrer au port de Tripoli.
Ils ont laissé tout le monde, on est rentré. La deuxième fois, là, c'est les Libyens qui nous ont attaqués. Attaqués? Voilà, c'est les Libyens qui nous ont attaqué notre Zodiac. On n'a pas couru moins de 2 heures du temps. Ils ont déchiré le Zodiac. On est resté là jusqu'à matin. C'était un pêcheur qui a tiré notre Zodiac en échange de notre moteur. Donc ils ont essayé de vous couler? C'est ça. Parce qu'il y avait des Bangladeshs parmi nous. C'était les Bangladesh, là, les gars voulaient, au fait. Donc, matin, on est resté là jusqu'à midi. On est sorti, mais la population a appelé la police. Dès qu'on est sorti, la police était déjà là. Ils nous ont pris et ils nous ont emprisonnés dans la prison de Koumous. Mais là-bas, vraiment, il n'y a pas eu de problème. On s'est échappé. La deuxième tentative, là, la troisième tentative plutôt, c'était ici au Maltaise. Vers 20 h, on nous a pris. Dès qu'on nous a pris aussi, les Libyens, ils ont dit, et ils ne nous ont pas vus, on les a appelés. Là, il y a une drone qui passait en l'air, et puis le monsieur, il était là, le Libyen, il a fait ses 2 doigts comme ça en l'air, pour montrer que le travail était bien fait. Donc c'est dans les eaux maltaises que la troisième fois vous avez été intercepté. Oui. Est-ce que ça vous étonne, ça, Omer Schatz, que des migrants soient interceptés, non pas dans les eaux libyennes, mais dans les eaux maltaises, par des gardes-côtes libyens? Pas du tout. Pas du tout, parce que presque chaque interpellation commence avec un drone de Frontex qui transmet en fait la position de bateaux de demandeurs d'asile et à la garde-côte libyen pour qu'ils puissent les trouver et les ramener à la Libye. Donc chaque refoulement, chaque expulsion collective et ce qu'on qualifie comme crime contre l'humanité de déportation commence avec une décision européenne de l'agence Frontex. Ça, vous l'affirmez? Si, en fait, il n'y a pas... Pour vous, il n'y a pas de doute? Il n'y a pas de doute là-dessous, non, c'est pas moi qui... Enfin, il admet même Fabrice Leggeri, le directeur de Frontex. Non, mais tous les dirigeants de l'Union européenne confirment. Et ce n'est pas une faute ou une erreur, hein, c'est la politique migratoire européenne de la Méditerranée centrale. Et tout ce que notre ami ici nous a raconté, ce n'est pas des Libyens, c'est des Européens. C'est les Européens qui les payent, c'est les Européens qui fournissent les bateaux, c'est les Européens qui font la formation de l'agent de la garde-côte libyenne. Et toutes les opérations dans la Méditerranée centrale sont les conséquences d'un accord entre l'Union européenne et la garde-côte libyenne, qui n'est pas une garde-côte libyenne. La garde-côte libyenne n'existait pas avant que l'Union européenne l'invente, en fait. Il est composé entre 6 et 12 milices qui sont prêtes de faire le travail que l'Union européenne même ne peut pas le faire parce que c'est illégal, parce que c'est criminel. Selon le droit européen, selon le droit de l'Union européenne, selon le droit international, etc., etc. Donc, tout ce qui est... Et en fait, les survivants sont la minorité. On parle de 20 000, vous avez tout à l'heure, vous avez parlé de chiffres. Donc, 20 000 gens civils qui s'est noyé dans la Méditerranée depuis 2014. C'est 3 fois le génocide en Srebrenica, par exemple. Donc on parle des conséquences génocidaires. En parlant de génocide, c'est quand même un mot particulier. Le génocide, c'est la volonté délibérée d'exterminer une certaine population. Oui, exactement. Ce qu'on a qualifié, c'est qu'en fait, l'Union européenne, l'Europe, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, mène une politique migratoire qui en fait attaque systématique et généralisée contre la population civile. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la population civile qui est ciblée, ils sont ciblés pas parce qu'ils sont juifs, ou tutsis, ou rohingyas, etc. Pas parce que qui ils sont, mais où ils sont, ou où ils vont arriver.
Donc, pour bloquer et pour stopper, pour dissuader les gens à chercher l'asile en Europe, qui ça c'est l'objectif de la politique migratoire européenne, et les conséquences sont génocidaires. Oui, on va vers un génocide. Génocide contre la population civile des demandeurs d'asile. On parle de 20 000 personnes civiles, des enfants. On voit sur les côtes, sur la plage de la Libye, on voit des bébés, des corps, des cadavres de bébés. La Méditerranée centrale, c'est la route migratoire la plus mortière. C'est un peu le cimetière de meurtrière. Oui, pour le meurtrier du monde. Et donc, ça, c'est pas des décisions de la garde-côte libyenne ou le gouvernement. S'il y avait un gouvernement à la Libye, ça vient de Bruxelles, ça vient de Paris, ça vient de Berlin, alors ça vient de la Rome. Justement, Omer Schatz, votre organisation Frontlex, elle fait partie de nombreuses organisations réunies sous le nom de Abolish Frontex et qui demandent tout simplement l'abolition donc de l'agence Frontex. Mediapart publie cette lettre ouverte adressée aux États membres, aux instances de l'Union européenne et à Frontex même. Vous écrivez « De nombreuses preuves ont révélé que les forces frontalières de l'Union européenne sont régulièrement impliquées dans des refoulements illégaux et des violations des droits humains. Nous ne voulons plus voir de vies perdues en mer ou dans le désert, de vies gâchées en détention ou dans des camps de réfugiés inhumains », écrivez-vous encore. Pourquoi est-ce qu'il faut abolir cette agence? Vous dites on ne peut pas réformer Frontex, il faut l'abolir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la réformer? C'est son objet même qui est injuste? Tout simplement parce que cette agence n'engage pas de protection des frontières. C'est une organisation criminelle et qui n'est soumise pas par la loi, ni la loi de l'Union européenne, ni la loi européenne de Strasbourg, de la Cour des droits de l'homme, et ni le droit international des réfugiés, droit international des droits de l'homme et droit maritime et droit pénal international. On y va, il y a un dossier auprès de ces pays où les dirigeants de l'Union européenne qui sont impliqués dans cette politique migratoire sont des suspects. Et maintenant, le procureur de la Cour pénale internationale procédure. Oui, examine le dossier pour établir le dossier contre 16 personnes. Parmi eux, Fabrice Leggeri. Le directeur de Frontex. Oui, donc on va y revenir à Fabrice Leggeri. Cette agence, il faut l'abolir parce que elle ne conforme pas à la loi. Il n'y a pas de mécanisme d'investigation, pas de mécanisme de contrôle. Et c'est rien à voir avec la protection des frontières. C'est ça qu'ils sont accomplices. Et comment on le voit? Parce que Frontex opère dans toutes les frontières externes de l'Union européenne. Et partout, c'est pareil. On parle de la Méditerranée centrale et la Libye. Imagine, la procureure de la Cour pénale internationale, chaque année, dit à la Conseil de sécurité des Nations Unies que dans les camps de détention des migrants à la Libye, il y a crimes contre l'humanité, de meurtres, d'esclavage, de tortures. Les hommes sont généralement torturés, les femmes sont quotidiennement violées, etc. Des actes inhumains. Et donc l'Union européenne fournit les ressources humaines en fait, pour cette industrie des crimes contre l'humanité. Donc c'est vraiment... Je vous voyais réagir, Manjou, je vous voyais acquiescer, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce que dit Omer Schatz. Effectivement. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire. Effectivement, la Libye, c'est ça. Les gens sont torturés, les gens sont tués. Pour la dernière fois, la 4e tentative où nous ont pris vers Lampedusa, on est parti en prison de Trixie à Tripoli. Quand nous sommes arrivés là-bas le lendemain matin, on a eu des informations dedans. Il y avait des Soudanais qui voulaient s'échapper de la prison. On les a tués. Carrément, on les a tués. Ce jour-là, il y a des jeunes qui nous donnaient des conseils. Donc ici, faites très attention. Parce qu'on tue. Il y a un gars ici, je vais te le montrer. Pas moins de 30 minutes, le gars, il est rentré. Je n'avais jamais oublié son nom. Il s'appelait Nabi. C'est lui, il fatiguait trop les gens là-bas. Dans les échos, j'aurais appris que Nabi, la prison appartient à son frère. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu cet écho-là. La prison appartient à son frère. Là-bas, tu es là, ils vont te dire de venir signer. Si tu veux qu'on te rapatrie au pays, tu vas signer, mais c'est la forme.
ils ont besoin de l'argent. Vous payez à valeur de 500 € pour vous libérer en prison. On était plus de 600, 700 personnes à Trexika. C'est l'enfer sur terre. Ah oui. J'ai dit à Nejma, lors de notre première rencontre, d'abord, je remercie d'abord l'Océan Viking, toute la famille de l'Océan Viking, parce que grâce à l'Océan Viking aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là, en bonne santé. Vous aviez dit à Nejma que l'Union européenne, finalement, était d'une certaine manière complice avec la Libye. La Libye même vit de ce que l'Union européenne lui donne. La Libye ne travaille plus. Ils ont des prisons partout, que ce soit Zouara, Zawiya, Komous, Tadjoura, Grapoli, tout. Ils ont des prisons partout. Ils ne travaillent plus. Aujourd'hui, les gars appellent les Africains, c'est du diamant noir. Tu prends des gens, tu t'en vas les emprisonner, près de 500 à 600 personnes. Chacun doit payer valeur de 500 € pour être libéré. Ça fait des millions. C'est une histoire d'argent. En Libye, il y a plein de trafiquants. Mais le trafiquant le plus grand, c'est l'Union européenne. Oui. Parce que ça, c'est le business model, en fait. C'est ça. Donc, nous, on a identifié dans la Méditerranée centrale 3 politiques différentes de l'Union européenne. Au début, ils sont reculés, ils ont arrêté de faire des sauvetages. Avec l'intention, on a des documents internes de Frontex, etc., de la Commission européenne, et des preuves qui montrent qu'ils voulaient l'intention de faire les gens s'ennuyer pour dissuader des autres et d'y arriver à l'Europe. Ça, c'est le premier. Quand ils ont arrêté de faire le sauvetage, c'est qu'il y a une obligation, encore une fois, selon le droit international maritime, etc., les ONG ont commencé, justement les Ocean Viking et des autres ONG de sauvetage, ont commencé à faire le travail qui, en fait, devrait être institutionnel par l'Union européenne. Alors, ils sont passés à une deuxième politique d'attaquer les ONG. Il y a des moments, il y a des mois où, normalement, il y a 12 bateaux de sauvetage dans la Méditerranée centrale au maximum, où il y a 0. Parce que les individus de ces ONG sont criminalisés et les bateaux sont en détention, même aujourd'hui. Et CI4 en détention. Open Arms, l'ONG espagnole, en détention par l'Italie, par l'Allemagne. Et donc, ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est trouver quelqu'un à la place de ces ONG, c'est-à-dire la garde côte libyen, les milices, qui vont faire ce travail. Alors, venons-en à votre recours. Donc, Frontex est accusé par de nombreuses organisations, c'est également documenté par des enquêtes de journalistes, de pratiquer donc des refoulements illégaux. L'année dernière, par exemple, Mediapart avait enquêté et raconté comment des migrants accusaient la marine grecque de les avoir refoulés vers la Turquie sur des radeaux. C'est d'ailleurs pour ce genre de refoulement que Frontex, avec d'autres, porte un recours inédit devant la Cour de justice de l'Union européenne, une plainte donc contre Frontex au nom de 2 demandeurs d'asile qu'on va voir là. Il s'agit d'un mineur isolé et d'une femme qui avait échoué à Lesbos en Grèce, alors que ces 2 personnes cherchaient refuge. Elles avaient été agressées puis rejetées vers la mer pour être abandonnées sur des radeaux sans moteur, ni eau, ni nourriture. D'abord, est-ce que vous avez déjà des nouvelles de ces 2 personnes et comment vont-elles? Bien sûr, c'est notre, comment on dit, victime qui porte la plainte. Ouais. Donc, oui, on est... C'est en leur nom? Oui, c'est en leur nom. Et ils sont très courageux. Alors qu'ensemble, ils étaient victimes de 5, ce que les médias s'appellent pushback, c'est-à-dire refoulement. Donc des refoulements, comme on dit en français, je pense. Oui, mais en fait, il faut préciser, ce n'est pas un refoulement. Ouais. C'est abandonnement. En pleine mer, en pleine nuit, sur des radeaux, et sans rien, sans moyen de navigation, sans rien. Donc, en fait, c'est une tentative d'assassinat. 2 personnes qui recherchent la plupart du temps une protection dans un pays sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, aujourd'hui, ils sont en Turquie, et traumatisés, sans papier, sans statut, sans moyen de se survivre. Et ils vont essayer, comme Najmou, ils vont essayer encore une fois de chercher sécurité, chercher d'asile, tout simplement, en Grèce, en Union européenne. Mais
Oui. À ce sujet, enfin pas à ce sujet, au sujet de cette histoire précisément, mais de manière générale au sujet des pushbacks, le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, a plusieurs fois été questionné. Il est d'ailleurs dans la tourmente. Il y a des députés qui appellent à sa démission. L'Office européen de lutte antifraude enquête sur sa gestion. La Commission européenne lui reproche de ne pas avoir accéléré le recrutement de contrôleurs des droits fondamentaux. Pourtant, quand il s'explique sur ces refoulements illégaux devant les députés européens, il affirme, je cite, qu'il n'y a pas de preuve de la participation du personnel de Frontex. C'est une drôle de défense. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il n'y en a pas, il dit qu'il n'y a pas de preuve de leur présence. Oui, mais le petit problème, c'est qu'il y a des preuves. Il y a des vidéos, il y a des enquêtes de journalistes Der Spiegel et des autres médias qui ont documenté. Et surtout, on regarde des vidéos et on voit des bateaux de Frontex. Et Frontex, c'est juste, pourquoi je dis que c'est une organisation criminelle? Aussi parce que Frontex n'existe pas. Derrière, il y a des gardes-côtes français, des gardes-côtes allemands, des gardes-côtes suédois et portugais, etc., etc. C'est les États membres qui en fait. Et on voit dans les vidéos comment Frontex participe. Mm-hmm. Et ici, on parle des chiffres, encore une fois. Donc, on avait 20 000 morts dans la Méditerranée depuis 2014, 70 000 personnes qui étaient interpellées et refoulées collectivement à la Libye. Et la mer Égée et l'Eastern Méditerranée, il y a 10 000 personnes qui sont été soit kidnappées, comme ces deux personnes, kidnappées des îles, des territoires européens, et transportées au bateau européen, et après, encore une fois, transportées sur ces radeaux orange, sans moyen de navigation, abandonnées. Oui. Les chiffres sont assez vertigineux. En parlant justement de vidéos et de documents, il y a une autre ONG, Pilote Volontaire, qui en apporte des vidéos et qui documente ces interceptions. C'est une organisation dont les pilotes survolent la Méditerranée pour signaler des naufrages. Et Nejma, tu as recueilli le témoignage d'un pilote, et un témoignage qui est inédit. Oui, c'est celui de José Benavente qui survole régulièrement la Méditerranée. Voilà ce qu'il a pu observer ces 6 derniers mois. On a donc effectué un peu plus de 55 vols. Pendant ces 55 vols, on a repéré plus d'une 60aine de bateaux en détresse. Et malheureusement, parmi ces bateaux, un assez grand nombre ont été, lorsque en particulier des bateaux d'ONG n'étaient pas présents, ces bateaux ont été interceptés et ramenés sur le territoire libyen. Ces interceptions se produisent dans la zone sous responsabilité libyenne. Il n'en reste pas moins que ce sont des graves violations du droit maritime international, puisque ce même droit stipule de façon très précise et très claire que les rescapés doivent être débarqués dans un port sûr. Et évidemment, tout le monde sait que depuis déjà malheureusement un certain nombre d'années, la Libye est un pays en guerre et en tant que tel ne peut pas offrir de port sûr à quiconque. Ces violations et donc ces interceptions par les gardes-côtes libyens ne peuvent se faire qu'avec le soutien de l'agence Frontex. C'est l'agence Frontex qui, déjà depuis un certain nombre d'années, fournit le service d'observation aérienne aux gardes-côtes libyens de façon à permettre ces interceptions. Et pour nous, c'est clair qu'il y a une intensification des moyens mis en œuvre par l'agence Frontex, mais pas que, de façon à permettre le plus grand nombre d'interceptions possible. Selon lui, les interceptions se font en dépit des règles de sécurité, comme le montrent les images qu'il a prises. Donc, nous avons été témoins d'une interception sur un bateau pneumatique qui avait déjà un flotteur partiellement dégonflé, donc particulièrement instable. Le bateau des gardes-côtes libyens s'en est approché comme ils le font d'habitude, en procédant en général par une marche arrière, de manière à ce que le bateau pneumatique se retrouve sur l'arrière du leur. Et lorsqu'ils ont procédé à cette manœuvre, ça a créé un mouvement de panique à bord du bateau, et on compte une vingtaine de personnes qui sont à ce moment-là tombées à l'eau. Imaginez, quand un bateau des gardes-côtes fait manœuvre en marche arrière, vient se coller littéralement à côté de l'embarcation en détresse et commence un transbordement sans même sécuriser les rescapés en leur fournissant à minima des gilets de sauvetage, il y a toutes les chances pour que ça se passe mal. Omer Chat, est-ce que l'Union européenne elle peut encore longtemps fermer les yeux sur ce qui se passe en Méditerranée? Non, c'est pas fermer les yeux, c'est les yeux très ouverts, parce que tout ce qui se passe, c'est intentionnel par l'Union européenne. Est-ce que vous avez l'espoir que votre recours, est-ce qu'il peut vraiment aboutir?
On va voir, parce que tout d'abord, c'est la première fois que quelqu'un a pris Frontex à la justice. Et en fait, c'est ça la question. Ce n'est pas un dossier contre Frontex seulement. C'est un dossier contre l'Union européenne et contre le tribunal même, contre la justice, en fait. Parce que comment c'est possible que Frontex existe depuis 2004, je crois. Ça fait 17 ans et personne n'a pris cette agence pour une violation des droits de l'homme grave, systématique, généralisée. Et comme on avait dit, c'est une politique migratoire qui arrive de Bruxelles et des États membres. Et donc oui, on attend un peu parce que... Pourtant, l'agence, elle n'a jamais été aussi puissante. Son budget, il s'élève pour cette année à 1,6 milliard d'euros pour 2021. C'est un budget qui a été en constante augmentation. Elle est très soutenue par les États membres, cette agence, puisque à la veille des élections, elle a le budget. Donc on voit qu'il augmente très considérablement sur les dernières années. À la veille des élections européennes en 2019, Bruxelles a voté le renforcement de Frontex. Comment expliquer que les États soutiennent à ce point cette agence malgré des évidences? C'est ça l'hypocrisie, c'est-à-dire quand on dit abolir Frontex, il faut abolir la politique migratoire de l'Union européenne. Parce que, encore une fois, et quand je parle de crimes contre l'humanité, c'est pas une blague. Et il faut poser, quand moi j'enseigne mes étudiants, le droit pénal international a été établi sur Nuremberg, sur Yougoslavie, Rwanda, etc. Il faut demander, par exemple, les messieurs ou la dame qui a appelé à la Gestapo pour dénoncer l'adresse où la famille d'Anna Frank a été cachée. Est-ce que cette personne est impliquée de quelques crimes? Bien sûr que oui, non? Alors Frontex, parce que c'est ça que Frontex fait. Elle appelle aux milices pour que ces gens, 70 000 personnes, des enfants, des femmes, des hommes, deviennent victimes de crimes contre l'humanité dans ces camps de détention à la Libye. Donc, et rien en dispute. C'est-à-dire, tout le monde sait, comme je dis, le procureur de la Cour pénale internationale sait que ces camps de détention, c'est des camps où les gens sont victimes des pires crimes que l'humanité a commis au passé. L'Union européenne admet que la garde côte libyenne, c'est en fait partie, comment on dit, troisième tiers, partie tiers. Son partie prenante? Non, comme il externalise ces services. Sous-traitants. Oui, pour ne pas être impliqué dans les crimes de refoulement et tous les crimes en conséquence. Et donc c'est vraiment l'hypocrisie, c'est-à-dire cette agence est très très soutenue et il n'y a pas de surveillance, c'est-à-dire il n'y a personne qui peut par exemple virer Fabrice Lécheri. Hein? Il n'y a pas de... Et les tribunaux jamais examiner les mais peut-être que votre recours va permettre d'ouvrir le débat. Vous l'avez dit, la Libye, c'est évident, c'est tout sauf un pays sûr. Manjou, vous avez passé 8 mois en Libye, c'est ça? Oui. Comment vous qualifiez ce que vous avez vécu là-bas? C'est un calvaire. C'est un calvaire. Fait la prison 3 fois. Il y a eu des amis qui sont morts devant moi en prison, où on a essayé de s'échapper. On a tiré à balles réelles. Ça, c'était à Bouslim. À balles réelles, ils sont tombés, ils sont morts. C'est resté comme ça. Un Malien et puis un Gambien. Je me souviens, c'est un matin, ils ont ouvert la porte pour pouvoir envoyer la nourriture. C'est dans ça, des jeunes Nigériens ont attrapé le portail, ils ont frappé le gardien. C'est dans ça qu'on s'est échappé. Nejma, sur l'Ocean Viking, tu as rencontré aussi Lisa. Elle aussi est passée par la Libye et elle aussi, comme vous l'avez dit Manjou, elle a vécu un calvaire. Oui, et son cas est celui de beaucoup d'autres migrants. Cette Camerounaise ne souhaitait pas initialement venir en Europe, mais elle a fini par s'y retrouver. On va vous expliquer pourquoi. Avec Célia Mebroukine, on l'a retrouvée à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, où elle est installée depuis 2 mois. Sa priorité, avant même d'obtenir des papiers, travailler pour venir en aide à ses 2 enfants et sa mère, restés au Cameroun. Je vais dans des domiciles, je fais du ménage, parfois la planche dans des restaurants.
quand ils ont besoin de quelqu'un en noir. Ma soeur, elle m'a dit, tu as des enfants, il faut que tu te battes déjà au noir. Si tu peux avoir par mois 300 € ou 400, ça va te permettre de remettre tes enfants à l'école, de prendre soin de ta mère avec le peu d'argent que je peux gagner au noir, même si c'est 200 €, j'envoie. Après avoir débarqué en Italie, Lisa s'est retrouvée dans un camp à Bari. Les conditions sanitaires étaient catastrophiques. Il y avait plus de 4000 personnes. On avait des toilettes publiques. Je peux dire 4, 5 toilettes qui étaient horribles. Là-bas, tu pouvais passer facilement 4 jours sans te laver parce qu'il n'y avait pas moyen. Quand il n'y avait pas de médecin, quand bien même tu demandais des soins, moi par exemple, j'étais malade, j'avais une blessure au vagin. Mon copain, il avait une balle, il avait reçu une balle au pied et à l'abdomen. En Libye? Oui, en Libye. On a essayé, c'est rien. J'ai fait, je pense, 1 mois là-bas. Lisa tente alors d'entrer en France. J'ai fait 2 semaines à la frontière. Ils m'ont arrêté 3, 4 fois. Finalement, ils m'ont laissé passer. La police t'a arrêté plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Ils nous arrêtaient, après ils nous relâchaient, ils nous remettaient dans le train pour l'Italie. Une fois en France, elle est recueillie par une proche de son village, un réconfort après un périple qui l'a fait passer par la Libye. Plusieurs fois en Libye, j'ai voulu me suicider. Plusieurs fois, j'ai tenté de me suicider, mais la seule chose qui me tenait en vie, c'était mes enfants. Les revoir un jour. L'enfer dont Lisa parle, c'est la Libye. Elle y a été réduite à l'esclavage, vendue au plus offrant. Elle a accepté de nous en parler. Récit difficile, mais nécessaire. Dès son arrivée en Libye, Lisa est emprisonnée, selon elle, parce qu'elle est noire. Être noire en Libye, c'est un péché. Si tu es noir en Libye, tu mérites la prison. Une fois que tu mets les pieds dans le sol libyen, tu es prisonnier. Elle est alors témoin de vente d'esclaves. Parce que là-bas, ils vendent 3500 dinars, 4000, 5000, ça dépend si tu es jeune, si tu es belle, si tu es vieille, si tu es encore en bon état. C'est comme des bêtes, on vous met, ils vous lavent, ils vous regardent, l'état de ton corps et tout. Et ils vous vendent à qui exactement? Parfois aux Arabes, généralement aux Arabes. Elle sera elle-même vendue. J'ai été achetée à plusieurs reprises, dans plusieurs maisons. Par qui? Par un Arabe. Je devais commencer à 6 h jusqu'à 20 h. Vous lavez la piscine, vous lavez les voitures, vous désherbez, vous lavez les murs de la maison, les toilettes, des tapis, en fait tout. Tout ça sans être rémunéré? Non. Puis son propriétaire la revend à un membre de sa famille. Le calvaire de Lisa empire. Attention, propos très difficiles à entendre. La même nuit qu'il m'a acheté, c'était horrible. Il a commencé à m'enchaîner, à me menotter, à me violer. On arrive à la maison à filmer. Je suis sûre que peut-être quelque part dans YouTube, il existe plusieurs vidéos pornographiques de moi. Parfois, il vous laissait nu toute la journée, toute la nuit. Tout le monde qui voulait passer sur vous, il passait. 3, 4, 5, 6. Il t'attrape des pieds, un il attrape là-bas, l'autre attrape, ils écartent. Parfois, ils mettaient des fourchettes. Parfois, ils s'en fichaient que tu saignes ou pas. C'était l'horreur. Dans tous les cas, tu n'avais pas le choix. C'était soit tu acceptes de te faire violer, soit tu acceptes de te faire taper. Un calvaire qui dure 5 mois jusqu'à une soirée pire que toutes les autres. Je n'en pouvais plus, je ne ressentais plus rien, je ne voyais plus rien, j'entendais même plus. J'ai fait semblant de mourir. Ils m'ont tapé, versé de l'eau froide, versé de l'eau chaude, rien.
J'ai fait semblant, après ils m'ont pris, ils m'ont jeté. Ils m'ont mis, ils m'ont emballé dans un gras avec un vieux gras. Après, il m'a mis à la malle de la voiture, il allait me jeter à la poubelle. Oui. J'ai même dormi là parce que j'étais malade, j'étais fatiguée, je voulais mourir. De grand matin, pendant que j'étais dans ce grand bac ordu, dans ce truc ordu, j'ai entendu des gens parler français des Noirs qui passaient, j'ai couru vers eux. Mais ils m'ont vu, c'est comme ça qu'ils m'ont caché, heureusement qu'il faisait un peu noir, ils m'ont caché. Ils m'ont ramené jusqu'à chez mon passeur. Un passeur qu'elle paie donc pour tenter de traverser la Méditerranée. Impossible de retourner chez elle, ça impliquerait de traverser la Libye. Le risque est trop grand d'être de nouveau arrêtée puis réduite à l'esclavage. Sa seule porte de sortie finalement, c'est la Méditerranée et l'Europe. Malgré sa nouvelle vie aux côtés de ses proches, Lisa garde des séquelles profondes de son passage en Libye. J'essaie d'oublier tout ça, mais c'est impossible. C'est possible, je vis avec, je reste avec. Je rêve que de ça. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie, partie en Libye. J'en ai gardé des blessures, des cicatrices partout, des pieds, des signes de fouet, des mégots de cigarettes, J'arrive plus à m'asseoir là où il y a les gens, j'arrive plus à rester avec des gens, j'arrive plus à marcher en route. Pourquoi? J'ai toujours l'impression qu'on me regarde, que les gens parlent de moi, qu'ils rient de moi. Avec le temps, j'ai compris que c'était... Peut-être c'était dans ma tête. J'ai toujours l'impression qu'on va m'arrêter, qu'on va me prendre. Je pense qu'il me faudrait du temps pour que ça passe. Voilà ce qui se passe donc en Libye, pays partenaire de l'Union européenne et de l'agence Frontex. Est-ce que l'un de vous veut réagir à ce qu'on vient de voir, qui était particulièrement difficile? Effectivement, ce qu'elle a dit, elle n'a pas menti, c'est comme ça se passe. Moi-même, j'ai été torturé là-bas, j'ai perdu une dent là-bas. J'ai perdu une dent là-bas, il y a des cicatrices ici, ça a été cousu. Ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas oublier. Ah oui. Pour finir sur une note d'espoir quand même, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous êtes en attente, vous êtes dans un processus de demande d'asile. Oui. Est-ce que c'est en bonne voie? Est-ce que vous avez bon espoir que ça aboutisse? Bon, on peut dire que c'est une bonne voie, puisque déjà, par la grâce de Dieu, on est logé, on ne dort plus au dehors. Ça, c'est un avantage d'abord. C'est un avantage. Là, je suis sur procédure Dublin, je suis à l'écoute. Bon, peut-être par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça va bien se passer. Expliquez juste peut-être ce que c'est que la procédure Dublin. En fait, quand vous avez débarqué en Italie, on a pris vos empreintes là-bas. Oui. Et donc, une demande d'asile a déjà été enregistrée en Italie, dans le premier pays par lequel vous êtes entré. Oui, parce qu'ils nous ont forcé à signer l'asile. Dès qu'on a fini la quarantaine, les 15 jours, on est descendu. Ils ont pris nos empreintes, puis la paume, tout ça. En sortant, il y a un monsieur qui parle français qui s'est présenté. Il avait une feuille à main, il dit on n'a qu'à signer. Et ils ne vous ont pas expliqué voilà, pourquoi. Moi je lui ai demandé, j'ai dit mais c'est l'italien, moi je ne comprends pas l'italien, c'est quoi je dois signer là? Il dit non, vous demandez protection d'asile. C'est obligatoire, ou bien vous retournez dans le bateau où vous avez fait la quarantaine. Parce qu'on était près de 100 et quelques personnes, c'est moi seul j'ai pris la parole. Les autres ont eu peur. J'ai dit mais non, oubliez une chose, on n'est plus en Libye, là on est en Europe. Le droit de l'homme doit être respecté. Forcé. Voilà pourquoi moi j'ai eu le courage de demander le monsieur. On était obligé de signer. On a signé là, lundi on est parti à Bari. Ils nous ont envoyé à Bari, mais c'est pas la peine, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Oui, parce que vous confirmez que les conditions de vie là-bas n'étaient pas dignes. C'est pas possible. Chaque 2 jours, on vous donne 4 recharges de 5 €. C'est comme si on te donne chaque jour on te donne 2,50 €. Là, vous êtes obligé de changer ça avec des Pakistanais ou bien qui sont là. Vous lui donnez la carte de 5 € et puis ils vous donnent espèce 4,50 € pour que tu puisses t'acheter 1 kilo de riz, un morceau de poulet, tu prépares pour que tu puisses bien manger.
Sinon, là-bas, ce n'est pas pour les raisons pour lesquelles les gens fuient l'Italie. Ils vous obligent à signer l'asile pour leur propre intérêt, en fait. Avant de se quitter, un dernier mot sur l'aspect politique de tout ça. On a une présidentielle ici en France dans un an. On sait que la question migratoire sera au centre des débats, d'abord amenée par l'extrême droite, mais pas que. Dans le texte Abolish Frontex, vous écrivez « Ces politiques alimentent la montée de l'extrême droite à travers l'Europe. Elles renforcent le racisme et s'appuient sur des siècles de colonialisme, d'oppression et d'exploitation. » Quelle est la responsabilité de notre président de la République selon vous, dans le traitement de ces questions? Justement, même dans notre dossier, on montre, on parle de CPI, la Cour pénale internationale, on montre qu'Emmanuel Macron et à l'époque Bernard Cazeneuve et les autres dirigeants des gouvernements français sont impliqués dans cette politique migratoire. Et il faut, si vous me permettez de revenir un peu derrière le témoin de Lisa. Et ça, ce n'est pas une histoire exceptionnelle. Ça, c'est l'histoire typique des 70 000 personnes depuis 2016 qui a été refoulées à la Libye. Et on a des témoins infinis de ces histoires. C'est la famine, les gens qui meurent de tuberculose, la torture et la viol. Et tout est filmé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il envoie ça aux familles les gens qui sont en détention pour demander l'argent, pour les libérer, pour les mettre sur les bateaux, etc. Et la garde-côte libyenne, ce n'est pas seulement un garde-côte qui fait stopper, interpeller les gens qui essaient d'échapper. Eux-mêmes, ils font aussi le trafic. Eux-mêmes, ils engagent dans les comment on dit, smugglers. Des chantages, oui, des rançons. Exactement. Les passeurs. Et tout ça, c'est l'Union européenne, et tout ça, c'est la France. Le gouvernement français d'Emmanuel Macron a essayé de fournir plus de bateaux à la garde-côte libyenne. Finalement, on l'a laissé tomber, mais ils ont essayé. Alors que les bateaux, ils disent les bateaux libyens, c'est les bateaux italiens, en fait. Ce pas des bateaux libyens. Et... Merci à tous les deux d'être venus, d'avoir fait pas mal de chemin l'un et l'autre pour être sur ce plateau ce soir. Donc, oui. Omer Schatz, directeur juridique de Frontlex, on suivra votre recours dans Mediapart. Et Manjou, en attente d'asile, on vous souhaite bon courage pour la suite. Moi aussi, je suis très ému de voir Manjou qui a... Merci, c'est gentil. La vie, il continue sa vie. Merci. Sans oublier, encore une fois, il faut que je remercie beaucoup Nejma et son équipe. Nejma, elle est indispensable et on est bien content qu'elle soit là. Et les ONG de sauvetage, quand même. Oui. Aujourd'hui, on est sur le plateau ici. Je suis sur le plateau ici avec vous. C'est grâce à Nejma et son équipe, l'Océan Viking. Bon. Oui. Moi, je remercie la famille d'Océan Viking jour et nuit. Que Dieu les bénisse tous, toutes les familles. Vraiment. Bon, je pense que le message est passé. Ouais. On était ravis de vous accueillir tous les deux. Bonne continuation à tous les deux. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et à toutes. Salut.